La ferme de la Tessennerie est une exploitation familiale céréalière. Il y avait mon grand-père, puis mon père, et donc je suis la troisième génération. Elle se situe en Seine-et-Marne, à Voin. C'est une exploitation de 147 hectares. Je suis installée depuis 2018. Donc avec mon papa, on a créé une ARL. On est associés tous les deux. Ça a permis de reprendre en fait l'exploitation en 2 temps puisqu'il est associé. Donc ça permet d'échelonner en fait le rachat des parts. Et lors de mon installation, on a converti tout de suite la ferme en agriculture biologique. Les productions aujourd'hui, c'est essentiellement donc céréales. Il y a blé, avoine, épeautre, mais aussi des légumineuses avec les févroles, le pois, et on a aussi une part importante en luzerne. L'objectif numéro 1 pour moi, c'est de développer notre atelier de diversification en boissons végétales, particulièrement soja, mais on essaiera aussi épeautre et avoine. Et là, si tout se passe bien, d'ici 3 semaines, on devrait pouvoir commencer à installer donc notre atelier de production, et avec un objectif d'espérer pour le début de l'été, pour juillet, avoir une première production de boissons végétales. L'investissement était d'une 50aine de milliers d'euros, avec les aides de la région qui prennent donc 40% de tout ça. Ça nous permet de revenir vers 30 000 euros. C'est un investissement qui semble raisonnable au vu de la charge travail, quantité de production et donc prix de vente du produit. Les productions sont commercialisées essentiellement à la coopérative. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui parce qu'on était dans les 2 ans de conversion, donc il n'y avait pas de débouché spécifique. Mais là, on essaye de se réapproprier un peu plus nos productions pour pouvoir les transformer, les valoriser et surtout pouvoir les proposer au circuit court. La commercialisation de ces boissons végétales se fera par les circuits courts. Alors, pas forcément sur les circuits courts excluant par exemple les grandes surfaces ou les magasins spécialisés. On n'exclut personne en réalité. Quand on parle de circuit court, on parle plus vraiment en termes de géographie. Et pour nous, voilà, c'est vrai qu'on envisage un peu ça comme un produit d'appel, comme on dit. J'avais fait une petite étude, en tout cas, on va dire plutôt, j'avais contacté beaucoup de plateformes d'achat ou des magasins, des restaurateurs. Seulement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de contrat de signé, il n'y a pas d'engagement, donc il y aura toute une partie démarchage qu'il va falloir aller réaliser cet été, en automne, pour faire goûter le produit, faire connaître le produit. Et quelque part, moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est un exercice que j'ai jamais fait. C'est des produits de la ferme, c'est rencontrer des nouveaux acteurs. C'est voilà, il y a toujours cette fierté un peu de vendre son produit. Sur la ferme, on est, on va dire, 1,5, c'est-à-dire qu'il y a moi qui travaille de manière effective, tant dans les champs qu'au niveau administratif. J'ai mon papa qui jusqu'à présent nous aidait physiquement dans les travaux des champs, mais là ça y est, il a pris une vraie retraite, donc il est plus là en aide stratégique sur la vision globale qu'on peut avoir sur la ferme. Après, on a accueilli depuis septembre, on est aidé par une apprentie qui nous donne un véritable coup de main sur plutôt les travaux des champs. Et puis j'ai mon conjoint qui va s'installer là prochainement sur la ferme. Pour pouvoir reprendre l'exploitation, on a dû donc faire un emprunt important qui a permis de reprendre, on va dire, le parc matériel dans son ensemble. J'ai pu être aidée par la région avec l'octroi de la DJA. Au niveau du matériel, dans un premier temps, on n'était pas contraint d'investir. On a pu, pendant les 2 premières années, rester sur ce qu'on avait déjà sur l'exploitation, tout en sachant que on est plusieurs exploitants bio qui ont des exploitations qui se touchent, donc on a pu se faire de l'échange de matériel. J'ai voisins qui ont une houe ou de la herse, qui sont des matériels qui est vraiment crucial en agriculture biologique, et donc j'ai pas eu à investir sur ces 2 postes-là. On a dû aussi faire des investissements
complémentaire, c'est-à-dire qu'on a acheté des parts sociales à l'usine de déshydratation de la luzerne. La luzerne, pour nous, a une place importante dans la rotation. Elle permet vraiment d'avoir déjà un débouché différent de celui de la coopérative qu'on avait déjà, mais aussi au niveau agronomique, c'est une plante qui est très importante d'avoir. À la tessonnerie, on a envie de faire 3 choses principalement. C'est d'une part produire le plus responsablement, donc avec de l'agroécologie, l'agriculture biologique de conservation, faire des produits de valeur ajoutée locale, paysanne, bio et de qualité. Ça, c'est, on va dire, c'est le pilier de production. Ensuite, nous souhaitons faire s'installer des porteurs de projets, notamment des maraîchers, un arboriculteur, éventuellement un berger. On est en contact déjà avec des gens pour venir potentiellement s'installer ici. Parce que pour nous, on n'envisage pas une exploitation agricole de 150 hectares avec 2 personnes, leurs gros engins, et on gère tout ça comme ça, de manière intensive. L'idée, c'est de pouvoir monter un collectif avec des gens pour, d'une part parce que le côté humain c'est important, ça permet d'avoir des synergies sur les différents ateliers, de partager des projets de vie, de s'auto-stimuler sur les différents projets, de créer des choses ensemble. Donc ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Et enfin le troisième, c'est que au même titre qu'on pense que l'agriculture c'est au cœur de tous les sujets de société, du fait de l'alimentation, de l'impact que ça a sur l'environnement et les gens, sur les solutions que ça peut apporter pour le climat, sur évidemment le travail, on pense aussi que un des devoirs c'est d'informer les gens, d'expliquer un peu tout le monde, de montrer ce qu'on peut faire et d'essayer d'expliquer, que ce soit d'ailleurs aux consommateurs, aux particuliers ou même aux industries de l'agroalimentaire par exemple, dont je suis issu, de leur expliquer comment faire pour se diriger vers une agriculture responsable demain. Est-ce qu'il faut rester sur un modèle de l'intensivité avec une réduction des coûts, le coût tiré au plus bas parce que voilà, on est capable avec des machines de faire des grandes surfaces, produire beaucoup pour pas cher. Est-ce que c'est l'agriculture 4, 5.0, ferme verticale, sans personne à bord, sans sol, ou est-ce que c'est une agriculture paysanne, locale, dans du sol, et qui alimente un bassin local avec des gens qui peuvent venir voir, pour contribuer, s'approprier ce qu'ils mangent? Je suis plutôt partant de cette vision-là. Les objectifs agroécologiques qu'on s'est fixés, c'est de voir augmenter la biodiversité, faune ou flore, en privilégiant ou en faisant vraiment interagir les relations écosystémiques entre les espèces. Mais aussi vraiment limiter le travail du sol, en essayant d'avoir une logique d'intervention la plus minimale possible, tout en étant dans de bonnes conditions de semis et de récolte. On essaie de se diriger vers l'ABC, donc l'agriculture biologique de conservation des sols. J'ai déjà eu l'occasion de faire des formations par le biais du GAB et des rencontres qui avaient été organisées par le passé. On se rend bien compte que c'est extrêmement compliqué et du coup en fait c'est les basiques quoi, c'est-à-dire commencer à avoir un sol couvert tout le long de l'année avec donc une gestion des couverts végétaux quand on est en bio qui est assez complexe, pour pas dire très complexe. Nous en plus on démarre, donc c'est quelque chose qui est assez frais sur quand les mettre, quel mélange mettre et surtout et comment le restituer à la terre derrière, parce que c'est finalement ça aussi l'enjeu. Réussir à avoir le plus de couverts possible tout le temps entre chaque culture, pas seulement mettre de la légumineuse pour booster la culture d'après, mais vraiment pour jamais laisser le sol à nu, mettre des biomax là où c'est possible, hein, donc associer le plus de différentes variétés possibles dans les couverts. Donc voilà, le sol non seulement il soit restructuré, il soit refourni en minéraux et en azote, enfin voilà toutes ces choses-là qui font que à terme on pourrait peut-être se passer aussi du travail mécanique du sol, hein. C'est évidemment l'objectif phare de la conservation des sols, c'est de limiter le travail du sol dont on connaît les méfaits. Et aujourd'hui, par notre système bio, c'est vrai que se passer du travail mécanique du sol, ça va être compliqué. La conversion de l'exploitation de l'agriculture biologique était un impératif, on va dire, pour nous lors de l'installation. Ça revient un petit peu
au fait que j'étais ingénieure environnement à la base, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans différentes structures pour mettre en œuvre des projets environnementaux et sociaux. Et là, l'occasion m'a été donnée, du fait du départ en retraite de mon papa, de pouvoir concrétiser cette volonté de passer en fait de la personne qui met en œuvre derrière un ordinateur à quelqu'un qui met en œuvre concrètement les projets avec de tels impacts. Les principales difficultés du passage en bio ici, c'est l'enherbement. On est relativement embêté avec une quantité d'adventices qui vient en concurrence de nos cultures, tout en sachant qu'on essaye de mettre en œuvre des pratiques plus écologiques en évitant le labour ou en essayant d'intervenir vraiment à des moments très spécifiques pour éviter les surpassages. Enfin, en tout cas, cette année, on est reparti à zéro en labourant l'ensemble du parcellaire. Et là, je suis malgré tout encore ennuyée avec des repousses adventices. Suivant le cahier des charges bio, les postes intrants ont diminué. Le poste rendement, lui, par contre, a diminué aussi. Mais vu que les productions sont vendues plus cher, on est censé pouvoir rééquilibrer. Bon, aujourd'hui, sur ça, on n'est pas tout à fait à l'équilibre souhaité, mais on s'améliore. Et surtout, on essaye vraiment plus de réfléchir à l'assolement global pour pouvoir diminuer certaines charges. Pour vous donner un petit peu une idée des conséquences que ça a eu, nous, le passage en bio, et des difficultés qu'on a eu à appliquer les bonnes pratiques, en tout cas pour produire sans intrants chimiques, on est passé d'un blé à 80-85 quintaux par hectare en conventionnel à 25 quintaux aujourd'hui en labellisé agriculture bio. Ça fait 3 ans qu'on a repris, on arrive dans la fin de la conversion, on n'avait pas encore 100% des prix du bio, par contre on avait vraiment des rendements catastrophiques parce que salissement pas bien contrôlé. Donc sur le résultat aujourd'hui, ça se ressent fort. Heureusement, ça a été plutôt bien pensé, il y a les aides à la conversion qui nous permettent d'être maintenus à flot, même plus que ça, ça nous permet de rester une entreprise viable. La question va se poser dans 2 ans, si on n'a pas trouvé la solution pour gérer ce salissement avec des pratiques de conservation des sols notamment, parce que en fait il n'y a que 2 options, hein. C'est soit on fait plus de travail du sol et on s'éloigne de l'ABC, mais on peut se garantir à court terme d'avoir une meilleure situation financière, quid du long terme, soit on continue d'essayer de trouver des solutions avec la conservation des sols, les couverts, un autre type de semis, etc. Et on se met à risque de quand même pas réussir à produire suffisamment. Donc en ce moment c'est un peu compliqué. Donc économiquement, tout ça fait que heureusement que le bio, en tout cas dans notre façon de faire, on a moins de charges, un peu moins de charges, puisque on a pu la chimie acheter. Bon, on a plus de passage de travail mécanique, donc plus de fuel consommé. Mais à côté, on essaie de faire le plus de semences paysannes possible. On met très peu d'amendements. Donc en fait en termes de financier, pour l'instant il n'y a rien de catastrophique, de par les aides. Quand on a repris l'exploitation, il y avait en gros 4 cultures sur la ferme et là on est à 12. Donc on est passé de blé, betterave, maïs à du blé, donc de l'épaule de l'avoine, du chanvre, de la lentille, des févroles, du sarrasin, du soja, de la luzerne. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un panel de cultures très large, déjà pour pouvoir réagir si jamais une implantation peut pas se faire au bon moment, qu'on puisse en implanter une autre. Mais aussi, donc ça a un intérêt agronomique. Le type de culture va impacter la nature du sol. Donc le précédent est très important, le précédent culturel est important pour déterminer ce qu'on va mettre par la suite. Après, avoir un panel de cultures permet vraiment de limiter les maladies, d'avoir une diversité biologique aussi plus importante.
C'est une fierté de voir des parcelles avec des cultures différentes, des couleurs différentes, des associations de cultures, de pas juste voir une mer de blé. Rien que ça, déjà, c'est assez satisfaisant. Après, j'ai vraiment la sensation, parce que même si je travaillais pas dans cette ferme au préalable, ça fait longtemps que je me balade dans ces parcelles. Et clairement, en termes d'oiseaux et d'insectes, je constate quand même une recrudescence de la population de ces insectes et des oiseaux. Que ce soit les rapaces, on en voit de plus en plus, que ce soit les hirondelles qui avaient disparu de la circulation, et là elles sont revenues. Mais vraiment au niveau des insectes dans les plantes, je veux dire, que ce soit des coccinelles ou que ce soit d'autres types d'insectes, on voit qu'il y en a quand même de plus en plus. Donc ça vraiment, encore une fois, ça ne va pas nous dire si notre écosystème se porte mieux, mais bon quand même, c'est un indice. Et le dernier point quand même, que moi il me semble avoir constaté, surtout cette année, suite le seul biomax qu'on avait vraiment réussi, qu'on a laissé pendant 6 mois, quand on l'a restitué à la terre, et que j'ai quand même regardé après un petit peu, j'ai refait un profil de sol, j'ai vu une grande vie dans le sol. Très bonne structure de sol, une grande vie dans le sol, pas seulement les vers de terre, mais on voyait un petit peu ça grouillait. En tout cas beaucoup plus que ça ne l'était encore quand je regardais sur les parcelles où il y avait un labour d'hiver et qu'on avait laissé 5 mois sans couverture végétale. Est-ce que c'est parce que je suis passé à une période un peu différente, etc. Certainement, je veux dire, faut pas la vie du sol, et notamment les vers de terre, la population elle se fait pas d'une année à l'autre. Hein. Donc, mais bon, voilà, ça encourage quand même. Pour essayer de suivre l'évolution, si tant est qu'il y en ait une, de la biodiversité, lors de l'installation, donc on a fait un inventaire ornithologique. Et on va essayer de le suivre un petit peu dans le temps pour voir si le nombre d'oiseaux a augmenté et s'il y a des espèces supplémentaires qui sont installées. Et on est aussi suivi par le GAB, donc le groupement des agriculteurs bio, sur différents sujets liés à la biodiversité et donc avec des comptages qu'il faut faire, que ce soit sur les espèces faunistiques ou floristiques. Concrètement, aujourd'hui, on a déjà replanté des haies, et ça c'est quelque chose qu'on va faire sur le long terme en fil rouge, hein, replanter des haies autour des parcelles pour l'instant. L'intraparcellaire, l'agroforesterie, aujourd'hui, on ne se sent pas de taille à mener ça de front avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'exploitation. Mais voilà, c'est une réflexion qui a du sens pour nous, hein, réintégrer l'arbre dans les parcelles. Une autre pratique qu'on implémente sur l'exploitation, c'est donc la production de lithofère. Donc c'est de la litière forestière fermentée. Et donc c'est le développement de micro-organismes locaux qu'on réinjecte dans les parcelles. Pour faire simple, on a été gratouillé dans la forêt du sol de forêt, donc sur 2-3 cm. On a pris une vingtaine de kilos de sol de forêt. Après, on le trie, on enlève vraiment les gros morceaux de bois, de feuilles. On se retrouve avec de la terre meuble, dans lequel on mélange de la mélasse, un peu de son de blé, enfin différents éléments, que l'on fait fermenter pendant 1 mois à 25 degrés. Après, on reprend quelques kilos qu'on remélange dans un grand bac d'eau. Et c'est ça qu'on va épandre dans les champs. Et en fait, les micro-organismes, comme on les alimente avec du sucre, se développent. Et l'intérêt, c'est que ce soit des micro-organismes locaux et donc qui sont appropriés au sol de nos champs. Après, là, on est en phase de test, donc il faut qu'on puisse observer s'il y a une différence entre ces deux produits. Ça fait partie de pratiques non intensives et faciles qui permettent peut-être de redéclencher une activité notamment microbienne et des champignons au sein du sol sans avoir à importer des matières, des amendements qui viendraient parfois de sources dont on ne souhaite pas forcément s'approvisionner. Je pense à des élevages intensifs. Voilà, là, on sait que c'est juste un petit peu de micro-organismes qui ont été développés issus de la forêt voisine. Ça n'endommage pas l'écosystème local et voilà, ça permet d'apporter un petit coup de boost d'activité microbienne. En tout cas, ça c'est la théorie. Maintenant, justement, tout l'intérêt de notre protocole, c'est d'essayer de voir et de prouver si in fine il y a de réels impacts sur la croissance des cultures. Au niveau économique, si on se rend compte qu'il y a un intérêt agronomique, c'est vrai que le fait de produire sa propre lithofère a un intérêt.
Ceci dit, il faut pouvoir s'équiper dans un local hermétique pour pouvoir chauffer, prendre un peu de temps pour produire et surveiller. Mais sinon, si les deux produits ont un impact égal, oui, ça sera beaucoup plus avantageux de pouvoir faire sa propre production. Aujourd'hui en économique, on est capable de tout dire. On peut dire combien on a dépensé, combien on gagne, quelle part dans la maintenance, quelle part dans le fuel, qu'est-ce qui part dans l'approvisionnement externe en semences et autres. On peut dire tel atelier, telle partie de telle activité représente tant. Par contre, sur l'environnement, soudainement, ou le social, je suis très orienté environnement de par ma formation, je suis ingénieur en environnement, on n'a rien. Alors, ça existe, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est en place et il n'y a rien qui est suivi ou on ne se l'impose pas. L'objectif avec cette comptabilité aux 3 capitaux, c'est justement de pallier à ça. On ne peut pas extraire la partie impact environnemental et social d'une activité économique. Ce sont des choses qui doivent absolument être mises en place, et que ce soit pour le climat ou tous les enjeux de notre société sur l'environnement, sur les gens. Si on va vouloir se faire un futur où tout le monde peut vivre et manger normalement, il va falloir trouver un autre modèle. Pour ce faire, il faut être capable de savoir ce qu'on fait et les impacts que ça a. Et aujourd'hui, tout simplement, ça n'existait pas. L'essentiel des exploitations, hormis sur base volontaire, ils regardent que leurs sous. Et effectivement, c'est ce qui nous intéresse sur cette comptabilité, c'est-à-dire ça nous impose de mettre en place les bons indicateurs, de suivre les bons impacts, de les améliorer, et d'être responsable vis-à-vis ça. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'engages dans cette voie, si à la fin de l'année, dans ton exercice comptable, donc aux 3 capitaux, on voit que économiquement ça tient la route, environnementalement et socialement, t'es dans le rouge. Ça marche pas. Donc là, il y aura qu'une seule façon de le faire, c'est de mettre un petit peu plus les bouchées doubles sur ces parties-là. Un conseil avisé, je pense, pour toute personne qui souhaiterait s'installer, c'est vraiment d'être très bien entouré, tant au niveau de la famille qu'au niveau technique, donc par les conseillers de la chambre d'agriculture ou de la coopérative ou même des agriculteurs voisins. C'est vraiment d'avoir des gens vers qui se tourner en cas de problème. Donc la famille pour garder les enfants ou pour pouvoir se reposer ou pour pouvoir assurer à un moment où on peut être un petit peu moins en forme. Et puis au niveau technique, plus pour la moindre question, pouvoir avoir quelqu'un de compétent sur les techniques bio et qui peuvent répondre très vite s'il faut intervenir. C'est maintenant, faut aller dans le champ avec la houe pour un premier désherbage, c'est dans ce créneau-là, donc allez-y. Donc quand on commence et qu'on n'est pas très au fait de toutes ces techniques-là, il faut être bien entouré.